Ok, donc écoutez, déjà bonjour à toutes les personnes qui sont connectées. Donc bienvenue pour ce webinaire sur l'IPO, donc l'introduction en bourse de la société Philip Media. Donc cette introduction va vous être présentée par Manuel Berland, le président directeur général de l'entreprise, et Aurélien Grillot, le directeur général délégué. Voilà, donc de toute façon, je vais leur laisser la main. Moi, je vais être simplement l'intermédiaire entre vous et la société, puisque bien évidemment, vous ne pouvez pas voir le chat et les questions de tout le monde. Le webinaire est enregistré et à la fin, je vais vous montrer sur le site Bourse Direct comment on fait pour réserver ces titres. Donc, bonjour Manuel, bonjour Aurélien. Je vous laisse la parole. Bonjour. Voilà, allez-y, il n'y a pas de problème. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Je vais vous parler effectivement, avant toute chose, de la genèse de Philip Media. C'est une histoire qui date d'il y a très longtemps. En fait, on était étudiant en maîtrise. On faisait un mémoire sur l'efficacité de la publicité. Et on a été au culot et on a demandé une interview à Albert Asseraf, numéro 3 JC2Co à l'époque, en charge des études, pour lui accorder une interview sur effectivement qu'est-ce qu'était le média du futur en termes de communication extérieure. Ce dernier nous a donné 3 points. Le média extérieur du futur serait qualitatif, quantifiable et entretiendrait une relation one-to-one avec son auditeur, une relation en quelque sorte, une relation un petit peu intime. On a développé ce projet pendant une année en entrepreneuriat et à la fin de l'année d'entrepreneuriat, on nous a dit votre projet est excellent, bravo, néanmoins vous êtes trop jeune, la France n'est pas prête, on vous conseille plutôt d'aller travailler. Je rappelle qu'à l'époque, on est en septembre-octobre 2006 et que le concept de étudiant entrepreneur n'existe pas du tout. Non. Donc on allait travailler. Pour ma part, j'ai été commercial chez Completel, qui était une société qui déployait des réseaux fibres et des services pour les entreprises. Et j'ai exercé quelques fonctions de direction par la suite de mon parcours. Et à partir de 2011, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure en compagnie de mes 4 associés. Oui, bonjour. Aurélien Grillot, donc je suis directeur général délégué de Philop Media. Je suis un des 4 cofondateurs. J'ai une expérience de 10 ans en tant qu'auditeur et commissaire aux comptes au sein du cabinet Mazars. Julien Rabin, qui est le troisième associé, qui est directeur commercial, qui par le passé a été commercial grand compte chez Cégide. Et enfin, le 4e cofondateur, 4e et dernier, Quentin Michetti, qui est aujourd'hui directeur technique, qui a une expérience de chargé de mission dans des cabinets d'expertise comptable et qui a profité des quelques premières années de Philop Media pour se former, suivre un cursus universitaire pour aujourd'hui assumer pleinement son rôle de directeur technique. La phrase que vous avez en bas, c'est nos valeurs. Nos valeurs, on a une culture d'entreprise qui est très forte. On est une entreprise effectivement qui travaille beaucoup, qui concentre énormément d'énergie à son réseau, à ses clients. On a une notion du collectif qui est très importante. On veut des collaborateurs passionnés, c'est-à-dire qu'on recrute prioritairement des intrapreneurs, c'est-à-dire des personnes qui vont émettre leurs idées, qui vont penser pour la société et qui vont nous aider effectivement à l'amener au sommet. Et enfin, on a une société qui est très, on va dire, imprégnée de réactivité. Aujourd'hui, il y a très très peu d'entreprises qui sont réactives. Nous, une demande client ou d'un partenaire doit être traitée dans l'heure. Et effectivement, c'est quelque chose qui ne coûte rien, mais donne toute son importance en fait au client. Enfin, on est des gens audacieux. Il en fallait effectivement il y a quelques années pour Forcément. développer un média avec des écrans sur les pompes à essence. Et on est convaincu que toutes nos initiatives seront couronnées de succès. Car même si on échoue, on travaille beaucoup, on corrige le tir et systématiquement, effectivement, on est amené à créer quelques itérations qui nous conduiront vers le succès. Philip Media, ce qu'on fait, somme toute, c'est assez simple. Nous sommes une régie publicitaire qui installons des écrans sur les pompes à essence afin de diffuser de la publicité et de l'information aux automobilistes durant la prise de carburant. La prise de carburant, c'est un moment fantastique. C'est un moment en fait où on est disponible, on s'ennuie et on n'a strictement rien d'autre à faire. On est un média qui a toujours été effectivement caractérisé par une forte croissance et une forte rentabilité. On a eu quelques distinctions sympathiques cette année, notamment de figurer à la 68e place au palmarès des 500 champions français de la croissance décernés par les Échos, et également à la 436e place parmi les 1000 entreprises européennes connaissant la plus forte croissance, classement édité par le Financial Times. Les 3 photos que vous voyez là, en fait, globalement, c'est les différents modèles d'écran qu'on exploite. On a démarré en 2011, je vais l'indiquer juste après, par ces écrans-là qui étaient en parc chez tout un tas de distributeurs et co-gérés par Tokame.
Et ensuite, à l'extrême droite, ce que vous voyez, c'est les écrans 22 pouces. C'est nos écrans que nous déployons depuis 2015. Des écrans qui se fixent sur une pompe en 45 minutes, sans fermeture, sans travaux et qui, du fait qu'ils ne perturbent pas l'exploitation, ont effectivement un accueil favorable auprès de l'ensemble des enseignes. Et les 19 pouces que vous voyez au milieu, c'est la nouvelle génération des écrans 11 pouces qui ont effectivement au fil du temps évolué, notamment en raison des évolutions des normes bancaires. Notre historique, comme je vous l'ai dit, 2006-2007, on rend notre mémoire, on va travailler, et puis effectivement, on travaille jusqu'en 2011. Et en 2011, on se dit, on a tous des très très bonnes situations. Néanmoins, on a un projet au fond du cœur, on a envie de consacrer cette vision, on a envie de développer ça. On va voir à cette époque-là la société Tokheim, qui est le leader dans la construction et la maintenance de stations-service. Et on leur propose effectivement on leur demande de nous construire des écrans qu'on va effectivement venir visser sur les pompes. Ils refusent en nous disant votre idée est très bonne, mais néanmoins on pense qu'il y a une possibilité de démarrer très rapidement une activité avec un parc qui est assez conséquent. À l'époque, ils avaient 400 stations-service et 2000 écrans et nous ont demandé effectivement de les aider à développer un concept, une régie. Et c'est ce qu'on a fait. On leur a demandé quelques exigences. On leur a demandé en premier lieu d'être libre sur la politique marketing, sur la stratégie et la politique tarifaire, et surtout que n'apparaisse qu'une seule chose aux yeux des annonceurs, c'est Philips Media, notre société. Ça nous a permis de 2011 à 2015 de faire une vraie preuve du concept, jusqu'à porter le chiffre d'affaires jusqu'à 478 000 € en 2015, date à laquelle nous avons fait notre première levée de fonds, tout simplement parce que nous avions le souhait de produire nos propres écrans afin de les déployer sur les premières stations. Ce fut le cas en 2016, où nous avons déployé nos écrans sur une trentaine de stations chez Agip. Puis en 2017, sentant que nous avions effectivement le vent en poupe, nous avons décidé de réaliser une seconde levée de fonds avec des investisseurs qui nous ont apporté à la fois de l'argent, mais surtout énormément d'expérience. Cette société-là, c'est le groupe Lavorel, dirigé par Jean-Claude et Stanislas Lavorel, qui ont connu un parcours boursier couronné de succès il y a quelques années, avec la revente de LVL Medical à Air Liquide. Donc ça nous a apporté effectivement une certaine consistance au niveau de notre board pour aborder les choix stratégiques de manière, on va dire, raisonnée et surtout couronnée de succès. 2018, du coup, après avoir récolté ces fonds, alors 2017, on a déployé 100 stations chez Carrefour. 2018, 100 stations chez Total. 2019, on réalise 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si on fait une analyse entre 2016 et 2019, on s'aperçoit qu'on a réalisé 660% de croissance. On a fait un passage effectivement de quasiment 680 000 € à 5 millions. 2020, c'est l'année du Covid, une année catastrophique pour beaucoup d'entreprises, sauf pour Philips Media. Catastrophique pour nos confrères aussi, JCDecaux, Clear Channel, qui en moyenne ont conclu ces années-là entre moins 45 et moins 40%. La seule peine de Philips Media a été de condamner à stagner, qui pour le coup était une performance exceptionnelle, puisqu'on a fait le même chiffre d'affaires en 2020 qu'en 2019, alors qu'en 2020, nous avons été mis à l'arrêt durant 4 mois. Ce qui nous confère effectivement, vous le comprendrez et nous le développerons juste après, que le fait que notre business est assez résilient, résiste à la fois aux crises économiques, mais également aux pandémies et des pandémies effectivement catastrophiques que nous n'avions jamais connues jusque-là. 2020, on a fait quelque chose de bien aussi. Nous avons également permis à nos collaborateurs de maintenir un certain lien. On a fait des réunions en distanciel, tous les jours avec nos collaborateurs pour les former, les améliorer, leur donner la parole, les inviter à former leurs confrères sur différents sujets. Et ça nous a permis à chaque fois de redémarrer très très fort, et notamment en 2021. 2021, on a réalisé 6,8 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une croissance de l'ordre de 36%, et bien évidemment un développement en termes de création de contenu et de programmation. Je pense que je vais juste vous 2 secondes. Je pense que vous allez en parler après, mais maintenant avec les nouvelles énergies, vu un petit peu la crise au niveau du pétrole, tout ça, au niveau donc notamment des énergies électriques et pourquoi pas hydrogène, je pense que il va falloir peut-être adapter un petit peu votre modèle. Donc je pense que vous l'avez déjà peut-être un peu conçu, non? Je sais pas. Alors, on va en parler après. Et justement, on y consacre effectivement un long moment. Ce que je peux dire effectivement en teasing pour tout le monde, c'est que ça fait en fait plus de 2 ans qu'on y pense. Et on y pense en fait, on a co-construit des modèles avec les plus grands acteurs du marché,
les distributeurs d'électricité comme Total Energy par Mm, exemple, certains effectivement qui nous accueillent comme Carrefour aussi, mm. Air Liquide, HRS, mais vous verrez, on en parle tout à l'heure et je D'accord. vais maintenir le suspense un petit peu pour tout le monde. D'accord. On a 4 métiers. Vous l'aurez compris, l'entité aujourd'hui qui pourvoit 100% des revenus, c'est la régie publicitaire. Notre métier consiste à installer des écrans sur une station et à les vendre l'espace publicitaire en priorité aux annonceurs locaux qui sont à proximité immédiate de la station-service dans le bassin de vie. Nous produisons également les contenus parce qu'on s'est rendu compte au démarrage de la société en 2011 qu'un artisan, un commerçant était tout à fait capable d'investir 5 000 euros pour communiquer durant un an sur la station-service, Mhm. mais qu'en revanche, dès que vous lui demandiez de gérer la création de son spot, vous perdez le client. Ah, Donc nous avons aujourd'hui un studio de création qui produit plus de 2500 contenus à l'année. Enfin, nous installons les écrans. Alors, pas nous en direct, nous n'avons aucun intérêt à faire ça. Nous avons 2 personnes qui se chargent en fait de coordonner des spécialistes du secteur. Nous travaillons avec l'ensemble des mainteneurs de stations et nous avons pour habitude de travailler avec le mainteneur de la station du client afin d'être très agile et de lui offrir effectivement une solution aisée à opérer. Et enfin, on a durant le Covid, nous avons créé une quatrième BU qui est Digital Ad. On s'est rendu compte qu'effectivement, nous avions pour habitude de créer à peu près 2500 contenus à l'année et ces contenus étaient diffusés sur les écrans des pompes à essence. Et qu'on avait la possibilité de vendre une prestation complémentaire à nos clients en leur disant, on va prendre le clip diffusé sur les pompes, on va le redimensionner, on va y ajouter peut-être un autre schéma ou une autre communication et on va le diffuser sur les réseaux sociaux. Donc Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn. Tout simplement parce que nos écrans génèrent de la notoriété en étant diffusés pendant un an et que de temps en temps, nos clients ont besoin d'avoir une impulsion positive auprès de leur cible pour proposer une offre tarifaire ou tout simplement générer du trafic en magasin. Et maintenant, nous leur proposons en fait cette prestation-là une fois à globalement entre 1 et 4 fois à l'année en complément de la diffusion. Et ça a pour effet, vous le verrez, on l'explique pas mal après, ça a pour effet de doper le chiffre d'affaires, certes, mais la mesure la plus importante, ça a pour effet de fidéliser la clientèle et de faire en sorte qu'ils reconduisent leur budget, leur communication d'année en année. mhm. Tout simplement parce qu'on se rend compte que notre cible a très souvent beaucoup d'argent, mais peu de temps pour se structurer avec un responsable marketing communication et donc peu de temps pour s'occuper de sa stratégie. Et Philip Media occupe désormais ce terrain. Le modèle et ses atouts, pour concevoir, on a 2 clients. Première sphère de clients, c'est ceux qui accueillent notre concept. Donc, on va leur proposer d'équiper 100 de leurs stations que nous avons choisies. On va les équiper en fait de manière totalement gracieuse. On va leur octroyer 25% de l'espace publicitaire, c'est-à-dire 3 fois 10 secondes. Et ces 3 fois 10 secondes, on va même effectivement produire le contenu, la VOV de tous les produits. Donc aujourd'hui, des enseignes comme Carrefour au Total nous confient des éléments et on produit le clip pour elles. 75% de l'espace va être réservé à Philip Media pour générer du chiffre d'affaires. Donc 9 fois 10 secondes par station que nous allons vendre à des annonceurs locaux à présence immédiate auprès effectivement de la station-service, mais également des annonceurs régionaux ou des annonceurs nationaux. On va reverser à ces enseignes une quote-part du chiffre d'affaires qui va être proportionnelle au chiffre d'affaires qu'on génère. On va leur demander 2 contreparties. La première, c'est une exclusivité sur tout autre média dans la station-service, sous le auvent de la station-service. Ça, c'est notre chasse gardée, c'est notre terrain de communication avec notre audience. Et on va leur proposer également un contrat de 6 ans d'exploitation, durant lesquels, effectivement, on va pouvoir rentabiliser notre investissement et surtout financer notre développement et notre croissance. Le graphique que vous voyez à droite, je vais passer rapidement parce que j'en ai déjà beaucoup parlé. 2011, on a démarré avec 400 stations-service, des écrans qui étaient principalement à l'intérieur des pompes, les écrans des terminaux de paiement bancaire. À partir de 2015, on a conçu et commencé à déployer nos propres écrans, les écrans 22 pouces, que vous avez peut-être d'ailleurs déjà vu dans votre quotidien. Donc, 30 stations-service équipées en 2016 chez Eni, puis 100 stations chez Carrefour et 100 stations chez Total Energy entre 2017 et 2019. Alors, juste une petite question. Comme justement, donc, tout passe par des écrans, avec la pénurie un petit peu actuelle donc des matières premières, il n'y a pas de problème d'approvisionnement au niveau des écrans, ou du moins des Non, composants? non, parce que ce que nous utilisons aujourd'hui à bord de nos écrans, c'est de l'informatique de haute fidélité, certes,
mais c'est comme si cet après-midi, vous aviez la volonté de vous acheter un MacBook Pro à la Fnac, bah, vous en trouveriez un, il n'y aurait pas de pénurie. Voilà. Donc Mm. on est dans cette position-là aujourd'hui. Nos caissons, finalement, c'est de l'acier. C'est un ordinateur assez puissant à l'intérieur. C'est quelques éléments, effectivement, électriques, hein, du câblage, Ouais. euh, des alternateurs, tout un tas de choses comme ça. Mais effectivement, finalement, très peu, en fait, de zéro pénurie. On peut vraiment parler ainsi. Un petit allongement des délais, mais qui n'est pas non plus. On prend globalement un mois d'approvisionnement en plus sur les écrans. Donc, réellement, effectivement, rien d'affolant. Mhm. La carte que vous voyez, la carte de France, c'est une carte effectivement qui représente très bien notre présence. Vous voyez qu'on est présent à peu près partout, avec autour des cercles rouges, bah, une concentration un peu importante autour des grandes agglomérations et métropoles françaises. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on a 630 stations-service et 4000 écrans, ce qui nous permet de toucher chaque semaine 4 millions d'automobilistes. L'élément sur lequel je vais vous demander effectivement la plus haute concentration, c'est le bandeau noir que vous avez en bas. Comme je vous l'ai dit, 2016-2019, on a implanté 230 stations-service. Ces 230 stations-service aujourd'hui, d'écran 22 pouces, elles représentent 72% de notre chiffre d'affaires. Mm. Ça veut dire aujourd'hui que ça vient consacrer le projet qu'on a vu quand on était étudiant, la vision d'investissement qu'on a depuis 2015, et surtout, ça vous donne confiance en la perspective d'avenir que nous avons à horizon 2025, d'être en capacité de générer 26 millions d'euros de chiffre d'affaires à travers effectivement uniquement ce concept, parce que cette promesse que nous faisons aujourd'hui, on est sûr de pouvoir la délivrer, parce qu'elle repose sur ce que nous faisons effectivement depuis 7 ans avec nos écrans sur des lieux qualitatifs, avec globalement des flux de population qui sont très très importants. La seconde sphère de clients, je vous ai parlé de 2 sphères tout à l'heure, la seconde sphère, bah, c'est les annonceurs, avec 2 catégories d'annonceurs. En premier lieu, les annonceurs locaux, qui représentent 70% de notre chiffre d'affaires. Les annonceurs locaux, vous les avez sur la droite. Ça peut être des artisans, des restaurateurs, le monde de l'automobile dans sa globalité, l'immobilier ou la sphère des loisirs. Mhm. Globalement, tout ce que consomme une personne qui vient faire son plein de carburant. On a un modèle de croissance qui est résilient. Pourquoi? Parce que à toutes ces entités-là, je vous ai dit tout à l'heure qu'elles avaient beaucoup de moyens, mais peu de temps effectivement pour les structurer. On leur propose une solution clé en main. On vend l'espace, on réalise le contenu, on les appelle plusieurs fois dans l'année pour changer les contenus, et à travers ces contacts-là, en fait, on les fidélise. On a un contrat avec engagement qu'on propose, qui est le plus souvent, on signe plus souvent en fait des contrats de 12 mois, ce qui confère quand même globalement à la société une forte prédictibilité du chiffre d'affaires pour l'année suivante. Et enfin, bah, j'ai dit tout à l'heure, le Covid. Aujourd'hui, c'est un exemple sans équivoque. Mm. Quand tous les médias trébuchent parce qu'il y a des crises économiques, il y a des pandémies, etc., Philippe Media résiste et il maintient son niveau de chiffre d'affaires parce que son business model n'est pas concentré en fait sur une centaine d'annonceurs nationaux, mais sur des milliers de clients locaux. La seconde partie de nos clients, les annonceurs, c'est des annonceurs nationaux. Les annonceurs nationaux, aujourd'hui, globalement, eux, ce qu'ils adorent, c'est qu'on est en capacité d'innover. Nos annonceurs, aujourd'hui, c'est des acteurs de l'auto, Mm. des acteurs du service, de l'assurance. Et ce qu'ils aiment beaucoup, c'est qu'on est en capacité de leur proposer en fait des offres sur mesure. On peut cibler de manière géolocalisée les stations et on est même en capacité de les accompagner dans tout ce qu'ils font en termes de télé segmentée. C'est-à-dire qu'ils diffusent aujourd'hui des spots télé avec une déclinaison du spot télé en faveur du concessionnaire qui est à côté, du club de gym qui est en bas de chez vous. Et bien ça, effectivement, en fait, de plus en plus, on est amené à reprendre ces contenus et à faire des campagnes de manière parallèle avec la télé segmentée. Enfin, aujourd'hui, effectivement, on a un mode de fonctionnement qui est agile et duplicable à l'international et on travaille avec les principales centrales d'achat médias, c'est-à-dire des entités qui gèrent les budgets médias de ces grandes marques. Et ces entités-là nous aiment beaucoup parce qu'on a adapté les codes des plus grands, Clear Channel, JCDecaux, avec des formats 10 secondes et qu'aujourd'hui, on est par exemple en mesure aussi de leur proposer des solutions innovantes en étant présent sur des plateformes de programmatique comme par exemple Hivestack qui est assez connu. Et ces entités-là, aujourd'hui, nous poussent énormément à aller à l'international, tout simplement parce qu'effectivement, notre modèle est duplicable. Les pompes sont les mêmes. Les flux de passagers, effectivement, sont tout aussi importants, voire même des fois plus importants, notamment en Allemagne. Et que la seule réflexion qui sera opérée pour nous à ce moment-là, puisque l'aspect technique est assez aisé, ça sera de se poser la question, est-ce que c'est un marché qui est drivé par le local? Est-ce que c'est un marché qui est drivé par le national? Ou est-ce qu'effectivement, c'est un marché qui a des caractéristiques très différentes selon les régions. Je pense notamment à l'Allemagne avec ses Länder.
Notre Et- audience? oui, excuse-moi, je reviens là-dessus au niveau de l'international. Mais là, à ce niveau-là, il y a quand même pas mal de concurrence, non? Au niveau de. Parce qu'avec toutes les publicités qu'il y a, lumineuses et d'autres, bon, il y a bien sûr JC Deco, vous l'avez parlé. Je sais pas, ce segment-là, il est quand même pas mal concurrencé, on va dire. Alors aujourd'hui, si on parle vraiment de concurrents directs, c'est-à-dire de médias à la station-service pendant la prise de carburant, Mm. très très peu de concurrence. Vous verrez, on l'aborde tout à l'heure, en France, elle est quasiment Ouais. inexistante. Et en Europe, on a effectivement une société qui paraît effectivement assez sérieuse, qui est en Suisse. Voilà. Mm. Mais très honnêtement, en fait, aujourd'hui, il y a très très peu de concurrence en Europe. Aux Quelques États-Unis, je pense que oui, par contre, non. Aux États-Unis, Oui, Tout à fait. oui, il y on a en GSTV, parlera. non? Ouais. Ouais, voilà, on en parlera tout à l'heure, effectivement, et je pense que c'est aussi des tendances qui, bon, à la fois par notre expérience et par le développement des États-Unis, c'est tout un tas de choses aussi qui doivent conforter tout le monde sur Mm. notre capacité à délivrer, parce que on en parle tout à l'heure, mais c'est vrai que Gas Station TV est Oui. une société qui a démarré par 5 stations pilotes à Dallas, Mm. quand nous étions à l'époque en train de développer le projet en étant étudiants. Ouais. Lui, Aurélien va le dire, il me semble qu'effectivement, c'est une entité qui a 25 000 stations et 80 000 écrans. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Bon, tu m'as piqué ma slide, du coup, je n'aurais plus rien à dire, mais c'est pas grave, on a anticipé. Effectivement, ils ont multiplié, en 10 ans, ils ont multiplié par 20 leur nombre de stations, en fait. Ils ont commencé en 2006 par 5 stations pilotes à Dallas. Ils en ont aujourd'hui 20 000. On y reviendra dans le détail, mais on a très peu. Alors, c'est une société, bizarrement, pour une société américaine qui ne communique absolument pas sur ses chiffres. Donc, on Ouais. n'a trouvé aucune donnée de chiffre d'affaires, mis à part des interviews du dirigeant qui annonce des contrats à plusieurs centaines de milliers de dollars tous les Mm. ans. Donc voilà, le seul point intéressant qu'on a, c'est les actionnaires de référence, Mm. c'est Rockbridge j'ai oublié Ouais, on en parlera tout à l'heure, ouais. on en parlera tout à l'heure, mais Ouais. deux gros fonds américains qui les Mm. soutiennent, qui les mettent en avant. Vous Mm. allez sur la page des deux fonds, c'est la première société qui est présentée. Donc ça prouve un peu la rentabilité de cette entreprise. Mhm. L'audience, on va l'attaquer effectivement en 3 phases. La première phase, c'est qui est notre audience? Bah alors, effectivement, c'est assez mixte. Notre audience en station-service, c'est automobiliste. On a 80% des personnes qui sont propriétaires de leur véhicule, ce qui est un argument très fort par Mhm. rapport Mhm. à tous les constructeurs auto. Et 84% qui utilisent leur véhicule tous les jours. Donc, vous l'aurez compris à travers ce chiffre-là, ma cible d'audience n'est pas les automobilistes des centres-villes. Mm. Ma cible d'audience, c'est les personnes effectivement qui fréquentent les zones commerciales, les hypermarchés, les Mhm. supermarchés, que ce soit en première, seconde ou troisième couronne, et même de temps en temps sur des zones rurales avec des zones commerciales qui sont très belles et qui concentrent les besoins en termes de trafic des populations qui des fois sont à 15 km de la Mm. station. Enfin, en seconde partie, je vais vous parler effectivement du moment qualitatif que nous avons avec cette audience-là. 90% des automobilistes font le plein en moyenne tous les 10 jours. Ça veut dire qu'ils viennent 3 fois par mois à la station. Et surtout, je vais pouvoir les toucher longtemps lors de ces 3 fois par mois. Pourquoi? Parce que 79% prennent du carburant jusqu'à atteindre le plein de leur réservoir. Mm. Ensuite, effectivement, nous avons une autre donnée qui est intéressante et qui est située juste là. On a 69% qui se rendent dans la même station-service pour faire leur plein. Ça signifie que les gens vont systématiquement à la station-service la plupart du temps, hein, pour vous le dire, qui est à côté de chez eux. Vous regarderez vous dans votre comportement du quotidien, c'est ce que vous faites, vous allez à côté de chez vous. Et les seules infidélités que vous pouvez potentiellement faire à votre station-service, c'est la station-service qui est à côté de votre travail, voire la station-service qui est sur le chemin de vos vacances, de vos week-ends, Mm. etc., etc. Enfin, dernière donnée qui va vous faire comprendre à quel point aujourd'hui les entités, les GMS ont besoin de nous. On a 63% des enseignes qui fréquentent la même enseigne pour leurs courses et leurs pleins de carburant. Et l'étude révèle que 37% de ces personnes-là fréquentent l'enseigne pour leurs pleins de carburant, mais font leurs courses ailleurs. Mm. De fait, n'oublions pas que les GMS sont dans une posture où on tend à supprimer le prospectus, ce qui fait qu'on devient pour elles vraiment un relais de communication pour communiquer à la fois auprès de la clientèle, mais pour communiquer également aussi auprès des prospects. Et les 3 fois 10 secondes, c'est-à-dire les 3 spots qui mettent en avant de temps en temps des services, des produits en promotion, je ne sais pas, une opération de fidélisation, Mm. et ben ça permet et ça incite tout un tas de personnes à se rendre dans la grande surface pour acheter ou souscrire aux produits ou services. Mhm. Alors, juste, je précise pour les personnes qui sont, pour les auditeurs, GMS, c'est grande et moyenne surface, hein, c'est ça? Oui, Exactement. pardon, excusez-moi.
Voilà, non, non, parce que on en parle des abréviations, mais comme ça va un peu vite, c'est que du coup, voilà, GMS, hein, grande moyenne surface. OK. Voilà, donc grande et moyenne surface, hein, pour illustrer Voilà. le propos jusqu'au bout, ça va être Carrefour, ça peut être Auchan, ça Ouais, peut ça peut être être des hypermarchés souvent, non, quand même, non? C'est ça. bon, hypermarché, même supermarché, parce que c'est Ouais, considéré ouais, comme la grande ou la moyenne surface. d'accord. Excusez-moi pour cet acronyme, je Pas serai de vigilant problème. pour la prochaine fois. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une culture d'entreprise qui est très forte. Culture d'entreprise très forte, ça veut dire qu'on a des collaborateurs qui sont très impliqués et qui nous poussent en fait à cette croissance. On a des collaborateurs autonomes qui sont force de proposition et qui nous aident en fait dans notre croissance, dans notre développement. Donc on a tout d'abord effectivement en premier lieu une organisation commerciale qui est structurée pour favoriser vraiment toute leur autonomie. Donc on a 6 directions régionales composées de 20 commerciaux. Ils sont répartis par secteur, tout simplement. Ces commerciaux, eux, c'est les spécialistes du tissu économique local. Ils ont une capacité, effectivement, à connaître ce qui se passe autour de leur station et à pouvoir, effectivement, inviter toute personne à diffuser sur cette station-là parce qu'ils savent que c'est le commerce qui est à grande proximité. Ensuite, on a une direction de la télévente composée de 3 commerciaux qui gère à la fois les appels entrants, mais qui va également effectivement se charger de la fidélisation des clients. Et enfin, une direction des grands comptes qui va aller voir les centrales d'achat médias qui sont à Paris pour effectivement les convaincre tout un tas d'annonceurs nationaux de diffuser sur nos écrans. On a des compétences en marketing digital, donc on a 8 personnes qui à la fois créent les 2500 contenus de nos annonceurs locaux, régionaux et même de temps en temps nationaux. Ils vont être aussi en charge de programmer les contenus sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont des compétences dans le domaine. Et enfin, une équipe technique transverse composée de 2 personnes qui, elle, a pour habitude effectivement de coordonner des prestataires sur le terrain, les mainteneurs des stations-service pour nos différents besoins. Je vais passer la parole à Aurélien qui va nous parler de notre historique de croissance rentable. Merci Manuel. Donc effectivement, on va s'intéresser à l'historique de croissance de notre chiffre d'affaires tout d'abord et de notre EBITDA derrière. On le voit directement sur le graphique, hein, la croissance de chiffre d'affaires, elle se fait par palier. Tout simplement, à chaque fois qu'on a une signature d'un nouveau partenariat avec une enseigne de grande et moyenne surface ou de distributeur enfin, de pétroliers, on a des gaps de chiffre d'affaires. Les premiers 2017-2018 avec la signature de Carrefour, Hum, 2018-2019 avec la signature de Total. Je reviens pas sur 2020, Manuel l'a expliqué. On hum. a été privé de croissance par le Covid, ce qui est plutôt une bonne performance par rapport au reste de notre secteur. Le point intéressant, c'est 2021. On a 6,8 millions d'euros de croissance, donc soit une croissance de 36%. Cette croissance, il est important de noter qu'elle se fait sans ajout de nouveaux écrans. Donc c'est vraiment une meilleure rentabilisation de notre parc d'écrans existants, tout simplement des suites des formations qu'on a pu donner à l'ensemble de nos équipes commerciales, mais également les équipes de back-office qui travaillent mieux ensemble et donc on améliore la productivité de manière très sensible. On le voit, donc cette évolution de chiffre d'affaires se fait par la signature de nouveaux contrats. Elle se fait également par la progression constante du nombre d'annonceurs, aussi bien locaux que nationaux. Et surtout, on a une très forte prédictibilité de notre croissance de chiffre d'affaires. Tout simplement, en local, le mode de commercialisation de notre offre, on vend un abonnement à l'année à nos clients. Donc, ils sont diffusés toute l'année. Ils sont prélevés en 12 fois, ce qui est quasiment $1 pour leur trésorerie. Et surtout, on a un taux de renouvellement de 40% tous les ans. 40% dans beaucoup de marchés, on peut penser que ce chiffre est très bas. Dans le monde de la publicité, tous les benchmarks qu'on fait auprès de régies publicitaires de notre taille, on est dans l'ordre de l'exceptionnel. Hum. L'EBITDA, il suit la même croissance que le chiffre d'affaires, hein, tout simplement parce qu'on a des frais de structure qui sont maîtrisés. On a pris le choix volontairement dès le départ de se structurer, surdimensionné, certes, pour être prêt à affronter cette croissance. On a une force commerciale qui est déjà en place aujourd'hui, avec un maillage du réseau et du territoire français qui est déjà optimal. C'est-à-dire que demain, si on multiplie par deux notre réseau d'écran, on ne va pas multiplier par deux notre force commerciale. Donc indirectement, enfin c'est même directement, on va avoir une amélioration de la marge d'EBITDA et donc dans le futur un EBITDA qui sera bien plus conséquent qu'aujourd'hui. Le modèle économique, il est très prédictible également, il est très simple à comprendre, c'est une des forces de Philop Media, on n'est pas dans de la biotech où on n'arrive pas forcément à tout suivre. Euh,
On a un historique de développement à la fois chez Carrefour et chez Total de 100 stations. Pourquoi 100 stations? C'est aujourd'hui ce qu'on a fait par le passé, c'est ce qu'on sait faire et c'est ce qu'on fera encore demain. Demain, un nouveau réseau, on va prendre les 100 plus belles stations, les 100 Mhm. stations qui nous paraissent les plus commercialisables d'un point de vue publicitaire. Donc c'est à la fois les stations qui ont le plus d'audience, donc le plus de passages à la pompe, mais également des stations qui sont dans des bassins de vie économiques importants. Typiquement, les zones commerciales vont nous intéresser en premier lieu parce qu'on a tout un vivier de clients potentiels qui sont juste à côté. L'exemple, pour 100 stations, l'investissement, il est de l'ordre de 3 millions d'euros. De l'ordre, c'est pas parce qu'on ne maîtrise pas nos coûts, c'est tout simplement parce que ça va dépendre de l'enseigne chez qui on va s'implanter. Si on est chez un pétrolier, les stations sont plus petites, on va être sur 2,7, 2,8 millions Mhm. d'euros. Dans une GMS, les stations sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus d'audience, mais l'investissement est un peu plus important. On est sur 3,2, 3,3 millions d'euros. La prédictibilité de la croissance du chiffre d'affaires, on la connaît. On a déjà déployé deux réseaux avec le ramp-up du chiffre d'affaires qu'on connaît, qu'on maîtrise. On sait qu'il se fait sur 3 ans. Ce ramp-up, il va s'améliorer dans le temps de par notre expérience et du fait que le maillage territoire est déjà bien fait. Maintenant, aujourd'hui, quand on installe une nouvelle station, on l'a fait récemment, on a installé un Leclerc à côté de Nantes, Atlantis. Atlantis, qui est un des plus gros Leclerc français. On a installé la station. Avant même d'avoir installé la station, l'espace publicitaire était rempli à 70%, tout simplement parce qu'on avait déjà des clients les environs de la station et on a pu donc rajouter ces clients, en les faisant payer bien évidemment, sur cette station qui allait ouvrir. Donc le ramp-up du chiffre d'affaires va encore avoir tendance à s'améliorer. On est resté sur une position prudente en gardant notre historique en disant on fait la première année à 2,5 millions d'euros, 3 millions la deuxième année, 3,3 millions la troisième année, et etc., etc., jusqu'à l'année 6. Ça nous conduit à faire 18,7 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 100 stations sur un contrat de 6 ans. Les dépenses de gestion et d'entretien, elles sont récurrentes, maîtrisées. On n'a pas de maintenance cachée. Aujourd'hui, on a un taux de disponibilité de nos écrans qui est, après 4 ans et demi chez Carrefour, de 99,2%. Donc, aucune maintenance supplémentaire à devoir inclure dans nos frais, qui conduisent à un taux de marge brute de 58%, bien entendu, après amortissement du matériel, qui est la charge principale, et après redevance versée aux enseignes. On vous présente une année 7, une année 8. Pourquoi? La raison, elle est toute simple. Aujourd'hui, 99,2% de taux de disponibilité de nos écrans après 4 ans et demi d'exploitation. En fait, on avait eu une position très prudente au départ qui était de dire on va amortir nos écrans sur 6 ans, c'est la durée du contrat. De toute façon, les enseignes pétrolières ou les enseignes de GMS, on est déjà allé très loin pour les pousser sur un contrat de 6 ans. Habituellement, les contrats chez eux sont plutôt 2 ans renouvelables. On les a poussés en leur disant que de toute façon, en dessous de 6 ans, on était incapable de rentabiliser l'investissement initial. Et donc, on va se retrouver avec une année 7, une année 8, où on va pouvoir continuer d'exploiter notre matériel qui fonctionne encore et qui fonctionnera encore, euh, avec la petite particularité, qui n'est pas des moindres, c'est de ne plus avoir d'amortissement de matériel. Donc, en fait, on va se retrouver avec des années 7 et 8 qui seront des véritables cash machines, car on Mhm. n'aura plus ce phénomène d'amortissement du Mhm. matériel. Par contre, il peut quand même y avoir des incidents techniques ou des trucs comme ça, non? Ou de vandalisme? Comment ça Alors, se passe? on va différencier les deux points. Je vais parler d'abord du premier point, les incidents techniques. Mhm. Incidents techniques, effectivement, il peut y en avoir, hein, mais on a 99,2% de taux de disponibilité. Mhm. Tout simplement, aujourd'hui, on a des sondes en fait à distance qui interrogent et qui nous remontent les problèmes de diffusion. On a un problème de diffusion, c'est tout simple, c'est comme chez vous quand Internet ne marche plus, vous débranchez votre box, vous la rebranchez, dans à peu près 99% des cas, ça remarche. C'est Mhm. exactement la même chose pour nos écrans. Il suffit généralement de rebooter l'ordinateur interne ou le routeur interne qui gère la connectivité, et donc ça Mhm. repart tout seul. On a néanmoins des frais de maintenance qui sont budgétés tous les ans. On a Mhm. une visite annuelle par station qui est prévue pour nettoyer l'intérieur des caissons, changer les filtres à air, s'assurer que tout va Mhm. bien, refaire la connectivité, etc., etc. Et c'est la seule dépense qu'on a. Mhm. Concernant les casses, en fait, effectivement, on pourrait penser que des esprits malveillants vont nous casser nos écrans. Ça arrivait sur les 4 premières années, 5 premières années, on a dû avoir une station vandalisée, un écran vandalisé, Mhm. où effectivement, on a la vidéo. Alors, c'est justement pour ça qu'on n'en a eu qu'une seule, c'est que on est dans un environnement qui est filmé. Mhm. Et effectivement, la personne parlait à un esprit supérieur qui lui dictait de casser nos écrans. Donc voilà, on D'accord. en a conclu que
C'était vraiment un cas isolé. Par contre, on peut évidemment avoir des accidents, hein. Typiquement, le camion qui recule parce qu'il est mal positionné sur la Mmh, pompe, il embarque la pompe, bah, malheureusement, il embarque notre écran avec. mmh. On a des assurances pour ça, hein. Les assurances nous coûtent quasiment rien. Je crois que pour chaque réseau, on est aux alentours de 4 000 euros. Donc, pour montrer à tel point le risque est faible. Mmh. Alors, j'ai juste une petite question de Polo. Est-ce que les totems font de la diffusion sonore et est-ce que c'est bien perçu par les clients de la station? Oui, alors oui, effectivement, on a du son. C'est un impact, c'est ce qui fait qu'on a un impact très fort en fait sur Mmh, le taux de mémorisation de nos campagnes. Et en fait, le son est vraiment bien mesuré. Il n'est pas trop fort, il n'est pas invasif, il n'est pas criard. Et du coup, on a très peu de plaintes à ce sujet-là. Et quand on fait des études par Ipsos ou Kantar Media sur comment les automobilistes perçoivent les écrans, on a 72% d'avis favorables sur nos écrans. mmh. Alors Donc, justement, toujours pour répondre à Polo, comment sont reliés les totems à votre réseau? C'est de la Alors, fibre, alors, c'est du 4G? ouais, je je réponds. vais répondre, je vais répondre. En fait, on a deux types de caissons dans une station. On va avoir un caisson maître et Mmh, des caissons esclaves. Un mmh, seul caisson maître par station. Le caisson maître, il a la particularité d'avoir un modem 4G, 5G, qui va communiquer en fait avec nos serveurs. mmh, Donc on communique avec ce caisson. Et après, on utilise du CPL, alors du CPL industriel, hein, c'est pas le CPL pour relier votre Freebox que vous avez à la maison. mmh, C'est un peu plus puissant que ça et beaucoup plus fiable surtout. Et en fait, le caisson maître va donner l'ordre aux autres caissons esclaves de la station de jouer avec une synchronisation à la milliseconde près. Effectivement, tous les écrans doivent diffuser au même moment, vraiment de manière très précise pour pas avoir de phénomène de cacophonie dû au niveau du son. mmh. D'accord. OK. Est-ce que c'était clair comme réponse? Il a dit parfait. Bon, très bien. Merci beaucoup. Pourquoi le modèle d'affaires il marche? Tout simplement parce qu'il est créateur de valeur pour l'ensemble des parties prenantes à notre système. Les partenaires pétroliers GMS, on apporte une solution pour moderniser et digitaliser leurs stations-service. Ils ont une communication qui est innovante. Euh, Très clairement, on remplace une publicité qui était autrefois une publicité carton où en fait l'enseigne était soumise au bon vouloir du gérant qui devait coller au moment donné sur chaque pompe un petit carton indiquant une promotion. Aujourd'hui, la marque qui nous héberge, elle est assurée qu'au moment où elle décide de lancer une promotion, c'est la même sur l'ensemble de son parc de stations. Mmh, On crée du trafic en magasin, en boutique. Manuel l'a dit tout à l'heure, il y a une stat qui est vraiment intéressante, c'est que 37% des clients de la station ne sont pas clients de la marque. mmh, Pour la petite histoire, quand on a fait nos premiers pilotes chez Carrefour, on a fait 2 stations pilotes, ils nous ont demandé de créer un clip pour lequel, en fait, ils mettaient en avant que pour 50 euros de carburant acheté dans la station, ils offraient un chèque de 5 euros valable en mmh. magasin. Ils ont eu des tels taux de retour qu'ils nous ont appelé le soir en nous disant, on a deux choses à vous demander. Un, vous arrêtez immédiatement ce clip, ça nous coûte trop cher. On a des taux de retour qui sont bien plus importants que ce qu'on avait l'habitude d'avoir quand on faisait du ticketing. On a tous déjà connu Mmh. hein, ces opérations où on nous remettait le ticket de caisse en sortant à la station avec un petit bon avec écrit bon pour 5 Ouais, euros. Casino l'a fait, Euh, ouais. c'est- Ouais, exactement. Les taux de retour, en fait, ont été multipliés par 10 enfin, grâce à notre solution. Et donc, ils nous ont dit, arrêtez immédiatement, c'est bon, on a compris, ça marche. Deuxième chose qu'ils nous ont dit, dans le même coup de fil, ils nous ont dit, trouvez-nous une disponibilité la semaine prochaine, on signe un contrat de déploiement pour 100 stations. Donc, on a bien compris, et ils ont bien compris en fait que l'intérêt, au-delà des royalties qu'on leur reverse, qui représentent des sommes d'argent pour nous, mais qui pour eux sont une goutte d'eau en Mmh, contrepartie en fait de l'augmentation des ventes qu'ils peuvent générer. Pour les annonceurs, les clients, on leur permet de communiquer sur un support qui est innovant de manière très impactante, hein. Les études qu'on a fait par Kantar le montrent, hein. On a un impact qui est supérieur à l'affichage 4x3 qu'on voit traditionnellement implanté dans les rues. On touche une cible qui est disponible, qui est captive, qui est en situation d'attente, qui n'a rien d'autre à faire que de regarder le message qu'on leur diffuse et qui nous en plus, s'ils ne veulent pas nous regarder, au moins ils nous entendent. Et notre mode de commercialisation, notamment pour le local, qui représente aujourd'hui 70% de notre chiffre d'affaires, c'est des abonnements à l'année. Donc, on travaille vraiment sur la notoriété à long terme de nos clients locaux. Enfin, pour les automobilistes, on égaye un peu la prise de carburant en délivrant un message informatif, un message local qui est vraiment adapté au bassin de vie fait, de ces automobilistes. Même si en ce moment, effectivement, c'est pas très drôle, on voit les prix qui grimpent de jour en mmh. jour.
Donc ça marche moins bien. Et on raccourcit par contre la perception de temps d'attente lors du plein de carburant en diffusant également des messages informatifs, mais également des bandes annonces de films cinéma. Typiquement, on met en avant le film qui sort dans la semaine. Mhm. Et donc ça raccourcit la perception d'attente. On a une démarche RSE qui est cohérente avec l'ADN du groupe qu'on a fixé dès le départ. La responsabilité environnementale, vous l'avez compris, elle est au cœur de notre offre, hein. On remplace une offre papier qui nécessitait du transport de la main-d'œuvre par une offre 100% digitale, réactive. On a une action de compensation de notre empreinte carbone parce qu'on sait qu'on consomme quand même de l'électricité avec nos écrans. Elle est sous deux axes, hein. Le premier axe, c'est l'engagement que font les distributeurs qui nous accueillent de n'utiliser que de l'électricité verte. Et la deuxième, c'est un programme de reforestation qu'on est en cours d'étude qui sera délivré dans les premiers mois de l'année 2023, qui est un programme de reforestation. On va planter des arbres pour compenser notre empreinte carbone. On contribue au dynamisme économique local. On offre une visibilité importante aux acteurs locaux. On favorise le circuit court, ce qui est vraiment mis en avant actuellement, en ayant un impact également positif sur l'emploi. La culture de Philop Media, Manuel l'a parlé, on n'a pas de collaborateurs, on a des intrapreneurs chez Philop Media. On a une culture qui est très collaborative, ouverte au dialogue. On a un engagement pour favoriser la parité homme-femme. 60% du management est féminin aujourd'hui chez Philop Media. Le CODIR, pas tout à fait paritaire, mais bon, on part avec 4 associés fondateurs masculins, donc tout de suite, ça contrebalance. Mais on a quand même 3 femmes sur 7 membres du CODIR. Mhm. On favorise l'évolution interne, on va même au-delà de ça, hein. Aujourd'hui, l'ensemble des managers de Philop Media sont des gens qui sont montés en compétences durant leurs années chez Philop Media, qu'on a formés, qui se sont formés et qui ont évolué avec la société. On a Ah, enfin un engagement sociétal quotidien. On diffuse gracieusement des messages d'information en faveur de grandes causes. Fondation Abbé Pierre, le Centre Léon mhm. Bérard, la Fondation des femmes, pour ne citer que ces quelques Mhm. fondations en exemple. Et on a un partenariat qui est très structurant avec le ministère de la Justice. On est membre du réseau Alerte Enlèvement. Je dis que c'est très structurant, c'est que enfin, tous les réseaux ne peuvent pas rentrer en fait dans l'alerte enlèvement. Il Mhm. faut être capable de justifier qu'on est capable, au moment où le procureur envoie un message, il y Mhm. a une alerte enlèvement, on a 1 heure pour diffuser sur l'ensemble de nos D'accord. écrans le message. Peu importe l'heure du jour, de la nuit, vacances, pas vacances, on doit le faire. Et donc pour nous, c'était une belle opportunité en fait de monter en compétence et de se structurer justement pour réussir à faire ça. Et Mhm. prouver, démontrer encore un peu plus notre réactivité. Alors, j'ai juste une petite question. Comment vous pouvez mesurer l'affluence ou du moins le nombre de visionnages? Alors, il y a une mesure qui est toute simple, hein, c'est on mesure le passage en caisse. En fait, on a les remontées de caisse Ouais. des enseignes et on sait qu'un paiement est égal à une audience. Mhm. Et toujours une autre question. Quels sont vos principaux arguments concernant l'affluence pour attirer les annonceurs? Ah, Donc, alors aujourd'hui, il faut savoir que Philip Media est une entreprise qui effectivement pourrait presque monter une école de vente. mhm. C'est ça qu'on a un process de structuration qui est assez fort. L'argument, il est assez simple. Alors déjà, il faut savoir qu'on a à peu près pratiquement 10% de notre chiffre d'affaires qui est fait sur de l'appel entrant. Mhm. C'est-à-dire que les artisans, les commerçants du coin, en fait, les entreprises passent en station, voient l'écran, Mhm. voient un autocollant dessus, il y a marqué votre publicité avec un numéro de téléphone. Mhm. Et effectivement, on a quand même un gros volume d'appels entrants déjà comme ça. OK. Ensuite, quand on va dans une zone d'activité commerciale où il y a une station, on fait le tour, une démarche un petit peu en escargot toute bête, hein, d'aller voir les 5 cibles que j'ai évoquées tout à l'heure. Mhm. Et quand on va les voir, on va leur dire, bah, monsieur, vous le savez, dans cette zone de chalandise, aujourd'hui, 100% de vos clients potentiels vont faire le plein à la station. Mhm. Au lieu de communiquer sur une affiche statique, sur un spot radio, Mhm. sur une annonce quelconque qui serait noyée parmi tant d'autres, nous, on va vous proposer de diffuser un spot avec du son, comme Mhm. sur une chaîne de télé, Mhm. vraiment, et de pouvoir communiquer cette information, votre clip, en moyenne, il va être vu 2,5 fois par l'automobiliste à un moment où il ne peut pas partir, où il ne peut pas regarder son téléphone, Mhm. et en plus où il s'ennuie, et où il sera ravi de comprendre l'offre de produits et de services de l'enseigne qui vous accueille. Et sur la méthodologie de vente, si je la découle jusqu'au bout, hein, Mhm. assez en entonnoir, assez simple, hein. Vous avez remarqué nos écrans, oui. Le produit vous plaît apparemment, oui. En termes de tarifs, bah, ça semble aujourd'hui totalement ajusté à votre budget, oui. Je vous propose qu'on signe immédiatement pour que dans 4-5 jours, votre clip soit en ligne. La Mhm. J'ai démarche. cru voir qu'il y avait des petits rabais justement sur la durée des offres au niveau tarifaire. Oui, on a un prix brut.
En Mhm. fait, on a un prix brut, effectivement, et quand une personne communique à l'année, sur ce prix brut, en fait, on fait moins de 50%. Ce qui D'accord. fait que globalement, en fait, si vous voulez, un annonceur local qui communique sur un an a accès quasiment à des tarifs aujourd'hui d'annonceurs aussi grands comptes. Mhm. Donc, ça permet effectivement ça aujourd'hui. La personne qui va payer 4 5 000 € pour être diffusée sur la station, eh ben, globalement, en fait, on va lui prélever 20% à la création du contenu. Donc, si on Mhm. prend 5 000 €, on va lui prélever 20%, c'est-à-dire 1 000 €. Mhm. Et les 4 000 € restants vont être divisés pardon, en 11 mensualités Mhm. avec du prélèvement automatique avec un mois d'avance. Mhm. Donc, Alors, juste peut-être une dernière question avant de passer, peut-être pourquoi cette IPO, hein, parce que c'est quand même l'objectif également. Au niveau de la publicité, c'est quand même un marché qui est très réglementé. Donc, je ne sais pas, vous faites appel à des services extérieurs ou comment ça se passe? réglementé, c'est-à-dire à quel niveau? Ben, c'est au niveau de la protection du consommateur, je ne sais pas, il y a des organismes comme la RPP qui... Oui. oui, On est, on est bien évidemment adhérent à la RPP pour être sûr qu'effectivement tout message qu'on diffuse, malgré que des fois ça peut être la demande d'un annonceur, pour dire qu'il est effectivement bien légal. mhm, Et si on peut être sur un sujet effectivement un peu litigieux, mhm, aujourd'hui la responsabilité de Philippe Media n'est jamais engagée. En fait, d'accord, c'est l'annonceur qui est responsable d'eux. Néanmoins, on a une démarche en fait éthique qui est forte. Par le passé, on nous a sollicité à nombreuses reprises pour diffuser de la publicité, par exemple pour de l'alcool. oui, On a toujours refusé parce qu'on juge que globalement, le milieu automobile, avec la personne qui est à deux doigts de rentrer dans sa voiture pour poursuivre son trajet, ouais, ça serait quand même pas très moral de c'est pas faire ça. cohérent, oui, ok, c'est très moral, ok. Donc, ben, du coup, ben, comme je vois que le temps passe assez vite, donc ben, pourquoi cette IPO? Combien de fonds vous voulez lever? À quoi ça va se servir? Bon, j'ai cru voir que c'était pour continuer apparemment le développement au niveau des stations, mais est-ce que vous pouvez nous en donner un peu, nous dire un petit peu plus? Oui, il y a trois raisons qui nous ont poussé à ça. Mm, La première, c'est que la bourse nous donne accès de manière permanente en fait aux liquidités, mm, parce que dans le futur, on veut être amené certainement à procéder à des croissances aussi externes mhm, pour renforcer notre empreinte, j'ai envie de dire à la fois en France, mais surtout à l'international. Et que on veut aussi effectivement globalement bénéficier d'une certaine notoriété qu'apporte la bourse, mm. parce qu'il ne faut pas se le cacher aujourd'hui dans notre secteur d'activité, la seule entité qui est en bourse, c'est JC Deco, Oui. donc une entreprise qu'on admire énormément. Donc pour nous, effectivement, c'est un gage de notoriété quand même et de sérieux. Mhm, Et enfin, effectivement, puisqu'on parle de sérieux, la troisième chose, c'est que de par le process que nous avons déjà suivi pour arriver jusqu'à vous aujourd'hui, eh ben, c'est vrai que ça nous a énormément structuré. Et on sait que pour une entreprise d'hypercroissance, une PME qui veut devenir une ETI, eh ben, la structuration, en fait, est vraiment très, très importante. mhm, Ce que je vais faire, c'est qu'effectivement, on vous a dit beaucoup de choses. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sauter quelques slides, mhm. puisqu'effectivement, on le tourne, pour aller notamment vers un point en fait essentiel. On vous parle effectivement, pour aller très rapidement, hein, on est sur un marché qui croît. Aurélien vous le dira, etc. Sur un marché, le DOH, parmi tous les autres médias, c'est le média qui en France croît le plus vite possible et c'est le seul média qui, dès le premier trimestre 2022, a dépassé son niveau de volume de 2019. Mhm. On vous parle qu'effectivement, mais ça on l'a déjà dit, qu'on a beaucoup d'annonceurs effectivement Mhm. locaux. La concurrence, on en a beaucoup parlé tout à l'heure puisque Exactement. Aurélien en a parlé. Mhm. La stratégie des perspectives, on va s'arrêter 2 secondes là parce qu'effectivement, il va y avoir la fameuse réponse par rapport à l'électrique. Mhm. Aujourd'hui, ce qu'il faut que tout le monde comprenne, c'est que notre promesse d'atteindre 26 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025, elle est faite uniquement sur le déploiement d'écrans en station-service, Mhm. uniquement là-dessus. D'accord. On a diversifié notre offre et justement, on va y venir. Notre ambition, c'est de devenir le média de la mobilité automobile multi-énergie sur le point de vue thermique. On est déjà leader sur le thermique, on va l'être également sur l'électrique et l'hydrogène. La feuille de route est ce qui fait que voilà, sur quoi va reposer les 26 millions d'euros sur lesquels on s'engage. Mhm. Euh, on veut déployer 550 stations-service de plus. Donc, les 10 millions d'euros qu'on cherche à lever, qui vont être complétés par 6,5 millions d'endettement bancaire, ça va servir à déployer 550 stations de service de plus Mhm. pour atteindre 1180 stations et une audience de 10 millions de personnes par semaine. C'est pas neutre. Il y a aujourd'hui 32 millions de véhicules sur tout le territoire. Il y en a 15 à 20 millions qui circulent chaque semaine. Ça veut dire qu'à travers ce chiffre-là, on est en mesure de toucher 2 tiers, voire 50% en fait de cette audience. Mhm. Là, 2025, il restera 1250 stations à aller chercher. Et on a un potentiel de marché en France qui est estimé à 60 millions. On a bénéficié d'un programme d'accompagnement avec Total qui nous a permis d'aller rencontrer l'Allemagne et le Benelux. Mhm.
Et c'est des discussions très intéressantes qu'on a eues. Ça nous a permis aussi de faire des estimations de marché potentiel. Donc, sur 4 pays au niveau européen, ça nous donne un marché potentiel de 180 millions d'euros. Agrégé au sud de la France, on a un potentiel de 240 millions d'euros. Et sur des bases, effectivement, qu'on est effectivement, on est assez serein pour pouvoir les délivrer, parce que ce soit en France ou à l'international, on maîtrise la fourniture, on maîtrise l'installation et on maîtrise globalement la vente, qu'elle soit un annonceur local ou national. La diversification, j'en ai parlé, diffuser les contenus des annonceurs sur les réseaux sociaux et vendre une offre additionnelle, ça fait du chiffre d'affaires en plus, ça nécessite pas d'embaucher qui que ce soit en plus, mais en revanche, ça permet d'augmenter le taux de fidélisation à 50%. C'est-à-dire que si une année je fais 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'année suivante je prends mes 5 millions, ils sont automatiquement déportés. Et si j'y ajoute mon effort en termes de commerce, mon effort commercial de démarchage, c'est ça qui nous conduit vers l'hypercroissance. La fameuse question de tout à l'heure sur l'énergie. Donc, vous avez raison, vendredi, c'est pas quelque chose d'important. Le Parlement européen a décrété l'interdiction de vente de véhicules essence et diesel et même hybrides, il faut le savoir, même hybrides rechargeables, à compter de 2035. 2035, ça veut dire qu'on arrête de vendre ces voitures, mais ça ne veut pas dire du tout qu'au contraire, on va arrêter de délivrer du carburant. On vendra toujours de l'essence. D'ailleurs, Total le dit très bien de manière publique. La station du futur sera hybride et on continuera à distribuer du thermique, l'énergie thermique, jusqu'en 2050. La station du futur, elle est hybride. Une partie thermique, une partie avec des bornes de recharge électrique et une partie avec des bornes de recharge hydrogène. Pour l'hydrogène, c'est assez simple. On travaille avec les spécialistes du marché. Le temps de livraison du fameux carburant, il est de l'ordre de 4 à 7 minutes quand on décide de faire un plein complet. Et là, les gens sont obligés effectivement de rester à côté de la borne pour surveiller le véhicule, que tout se passe bien. Et là, c'est assez simple. On pose un écran sur la borne. La translation est assez rapide, vous l'avez compris. C'est le même concept, ouais. Voilà. C'est exactement la même Pour chose. l'électrique, c'est différent. 40 minutes aujourd'hui en moyenne de temps de recharge. Il ne sert à rien de mettre une télé sur la borne de recharge parce que les gens branchent et s'en vont. Là, notre volonté, effectivement, est différente. On veut mettre en place un totem, comme le totem de station-service qui indique les prix, avec un écran de 2 mètres carrés qui est sur un mât hauteur de 2 mètres 30. Sur cet écran-là, on va mettre des choses qui sont indispensables, des nouvelles normes qui sont indispensables aux stations électriques. Sur le bandeau d'en bas de l'écran, à hauteur de 1/4 à peu près en termes de proportion, on va afficher quel est le coût de la recharge au 100 km, combien il y a de places de disponibles et quel est le temps moyen qu'il faut attendre pour qu'une prochaine borne soit disponible. Sur les 3/4 supérieurs de cet écran-là, on va diffuser de la publicité en fait pour des acteurs qui ont une volonté éco-responsable. Ça peut être de la vente pour des véhicules totalement électriques, des véhicules hydrogène, mais aussi des artisans qui font de la rénovation énergétique. Et ce panneau-là, sur un parking de supermarché, en fait, il est très utile parce qu'il répond à la contrainte de l'hypermarché qui est de dire comment est-ce que je fais pour signaler la présence d'une station électrique à cet endroit-là et générer des revenus complémentaires. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, c'est fabuleux en termes de développement économique, puisque avec ce panneau-là, on ne se contente plus de toucher uniquement les conducteurs de véhicules électriques, mais également l'ensemble du parking de l'hypermarché, ce qui va nous permettre de toucher chaque jour entre 15 et 20 000 personnes avec cette offre-là. Ce qui nous fait un gap d'audience, donc un gap de chiffre d'affaires. Il va nous rester 2 slides. On a pratiquement fini. La feuille de route est assez simple. Je vous l'ai dit, les 26 millions d'euros de prévus, ils vont être réalisés sur le déploiement de 550 stations, 350 en 2022-2023. Je peux vous le dire aujourd'hui sans dévoyer de secret, on discute effectivement avec tout un tas de réseaux et on en est aux étapes en fait contractuelles avec ces réseaux-là pour pouvoir essayer effectivement de mener à bien des déploiements sur le second semestre. La partie financière, je vais Aurélien va vous illustrer tout cela. Oui, donc 2021, chiffre d'affaires de 6,8 millions d'euros avec une marge d'EBITDA retraitée de 16,5%. Notre objectif affiché, c'est un CSGR du chiffre d'affaires de l'ordre de 40% sur la période 2021-2025, qui nous conduiront à un chiffre d'affaires de 26 millions et une marge d'EBITDA de 35%. Et enfin, on veut développer on veut diversifier les sources de revenus. Digitalad, on l'a lancé. On veut que ça atteigne 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2022-2023. Et on a commencé effectivement à nouer des partenariats stratégiques avec les spécialistes de la distribution d'énergie électrique et également hydrogène. On parle de Total Energy, HRS ou Air Liquide. Pour finir, la dernière slide, les points clés d'investissement chez Philippe Media. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on est le plus gros réseau média DOH extérieur avec son.
qui est déjà implanté en Europe. On est seul en France, on a une fiabilité de la mesure d'audience, ce qui nous confère quand même une certaine crédibilité. On a des fortes barrières à l'entrée. Tout d'abord, on a des contrats de 6 ans avec nos enseignes et on a surtout en fait un portefeuille de 3000 clients locaux, régionaux et nationaux. Il faut savoir que les grands de ce secteur-là en termes d'affichage ne savent pas aller chercher le local et s'y sont jamais intéressés. Mm. On a un modèle de croissance qui est résilient et rentable. On a une croissance entre 2016 et 2019 de 600%. Vous avez vu que pendant le Covid, on résiste contrairement à tous les autres. Il y a un business model qui est prédictible parce qu'il y a une grosse fidélité des clients et on est duplicable à l'international. On a une équipe qui nous soutient et une capacité à délivrer dès le premier jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'on est en place avec un réservoir de clients très important, avant même que les futures installations aient lieu, on va être capable de commercialiser les espaces auprès de nos annonceurs qui sont déjà en place et qui des fois en fait communiquent avec l'hypermarché qui est à 2 km, à qui on pourra proposer ce second hypermarché qui a été équidistance. Pour finir, les perspectives ambitieuses assurées de Philip Media, c'est un CAGR du chiffre d'affaires de l'ordre de 40% de 2021 à 2025. C'est une diversification des revenus qui est déjà opérée et c'est un média engagé dans la transition écologique avec une volonté de développer des supports multi-énergie. Voilà, donc on a fini. Je tiens à vous remercier. Juste une petite question pour répondre à Jean-Bastien. Est-ce qu'il sera prévu un dividende? Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que je vais répondre un petit peu de manière globale. Nous, notre volonté, effectivement, aujourd'hui, c'est de développer le réseau de manière assez conséquente. Tout simplement parce que ce qu'on a envie, c'est qu'aujourd'hui, de générer tout un tas de revenus, de générer effectivement ce qu'on peut appeler effectivement du easy business avec une manne de clients assez importante. On veut se développer de manière conséquente, mais c'est quelque chose qui effectivement peut faire partie de nos objectifs, de rémunérer la confiance de nos actionnaires en ayant une politique de dividendes raisonnable qui permette à la fois de servir les intérêts de l'actionnaire, mais également de développer notre parc pour gérer toujours plus de rentabilité. D'accord. Ben écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Je répète, je vais donc montrer simplement maintenant comment on fait pour réserver ces titres. Donc, bien évidemment, pour les clients Bourse Direct, il faut aller dans Mes comptes. Dans Mes comptes, il y a un onglet qui s'appelle Introduction réservation. Vous avez l'introduction en cours, donc Philip Media. C'est une offre à prix ferme, hein, non pas à prix ouvert, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup en général d'offres à prix ouvert. Là, c'est une offre à prix ferme à 10 euros. Vous avez jusqu'au 23 juin, 20 heures pour réserver vos titres. Alors, c'est vrai qu'il y a deux types d'ordres, A1 et A2. Bourse Direct fera pour vous expliquer un tout petit peu, il y a les ordres prioritaires qu'on appelle A1 et A2 qui sont non prioritaires. C'est tout simplement pour qu'aucun actionnaire ne soit lésé, qu'on veuille 300 titres, qu'on en veuille 1000. De toute façon, il y aura toujours 100 en prioritaire et le reste, ce sera en A2 qui sont d'ailleurs amenés à être réduits à zéro. Ces A2, c'est vraiment l'introduction à un très fort succès. L'action est éligible au PEA, PEA, PME. Il suffit simplement ici de mettre la quantité que vous voulez acheter, tout simplement. Attention, c'est du cash, c'est du comptant. Donc, bien évidemment, il faut avoir les espèces sur votre compte. N'oubliez pas de cliquer que vous avez reconnu, d'avoir pris connaissance des conditions de l'opération. Vous pouvez télécharger la notice réglementaire AMF. Voilà, donc vous avez jusqu'au 23 juin. Le résultat sera le 24. Le règlement livraison le 28 et les premières cotations sur Euronext Growth le 29. Voilà, le mnémonique c'est ALFUM. Pourquoi AL? Parce qu'avant Euronext Growth s'appelait Alternext. Et donc maintenant, c'est pour ça que toutes les actions qui sont introduites sur Euronext Growth commencent toutes par AL. Voilà, eh bien, écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je regarde 2 secondes s'il y a sur le chat. Apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Si votre couverture est insuffisante, vous ne pouvez pas passer d'ordre, bien évidemment. Voilà, c'est du cash, c'est pas du SRD, d'accord? Donc voilà, il n'y a pas de levier. Ben, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente après-midi. Merci beaucoup, Manuel et Aurélien. Et puis, Merci je à Merci vais beaucoup. m'empresser de ce pas d'aller à la grande station Saït à côté de chez moi, où d'ailleurs, il y a un écran. Voilà. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup. Voilà. Allez, À à très bientôt. bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir.